Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Summer Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal d'actualités cette semaine-ci, notamment le fait que Netflix a perdu énormément d'abonnés et qu'ils ont commencé dans certains pays à charger plus d'argent pour les gens qui utilisent leur compte à plusieurs endroits. Nous avons le Pixel 6a qui est enfin sorti. Donc on a pas mal d'informations là-dessus. On a des informations au niveau hardware aussi avec des cartes graphiques et tout ça. Et globalement, pas mal de news diversifiées. Je diversifie mieux les news maintenant. Ça, c'est cool. Donc, table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par OVH, le fournisseur de serveurs de VPS ainsi que d'hébergement web. Une question qu'on me pose souvent, c'est où est-ce que tu héberges tes serveurs Minecraft, que ce soit pour du modé ou même des serveurs comme le Super Summer World. Et ma réponse est toujours sur un serveur dédié. Et OVH en a des très bons. Ils ont même une gamme Eco qui est très économique. Vous avez par exemple les Kimsufi qui commencent à partir de 5 € par mois, les Soyuz Start à partir de 23 € par mois qui sont plus puissants, et les Rise de la gamme OVH qui eux sont encore plus puissants et qui commencent à partir de 50 € par mois. Vous pouvez donc choisir un serveur selon vos besoins, selon ce que vous voulez héberger dessus. Peut-être que vous pouvez faire une seedbox, héberger vos serveurs Minecraft, plusieurs serveurs Minecraft, peut-être même héberger quelque chose de beaucoup plus lourd, ou peut-être même vous en avez besoin parce que vous faites du développement et que vous en avez besoin pour faire de la virtualisation. OVH a forcément un serveur pour vous. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'ils ont des serveurs en Europe évidemment, mais aussi au Canada. Donc si vous êtes québécois, vous pouvez avoir un serveur juste à côté de chez vous pour avoir le meilleur ping possible. Du coup, je ne peux que vous recommander OVH si vous voulez vraiment héberger de manière sérieuse un serveur Minecraft. Vous aurez un lien dans la description pour découvrir leur gamme Eco. Merci à eux d'avoir sponsorisé ce début de vidéo et commençons tout de suite. Avant de passer à l'actualité, on va faire une mini review ici sur un PC que je trouve extrêmement intéressant, mais aussi que je ne vois pas beaucoup de gens qui en auraient vraiment besoin. C'est très particulier. Donc ça, c'est le B550 de chez Minisforum. Minisforum, on avait déjà vu par le passé de leur PC. Ce sont des mini PC que vous pouvez souvent accrocher aussi derrière un écran, qui sont vraiment pas mal, honnêtement. Très puissants. Vous avez très souvent des processeurs Ryzen dedans. Il existe aussi des modèles Intel. Dans tous les cas, c'est leur PC habituel. Ici, celui-là, il est loin d'être habituel. Pourquoi? Parce qu'il a un slot PCI Express. Et c'est genre pas un slot PCI Express où vous pouvez brancher une carte graphique directement, c'est plus lui qui se branche comme une carte graphique directement. Et du coup, vous avez un accessoire dont la partie principale, c'est ceci, où vous avez un slot PCI Express et un autre slot PCI Express ainsi que des ports pour de la ventilation. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez ce PC et vous prenez cet accessoire et vous le mettez tout simplement, si j'y arrive correctement, voilà, sur le PC. Et après, vous avez maintenant un slot PCI Express ici. Vous avez des connecteurs d'alimentation où vous devrez brancher une alimentation. D'ailleurs, il y a un accessoire pour monter l'alimentation sur le côté. Et vous avez aussi, sur ce PC-là, à l'arrière, des petits trucs en caoutchouc où vous pouvez brancher directement des connecteurs d'alimentation de votre alimentation aussi. Notamment le 4-pin CPU est juste ici. Comme ça, vous n'avez plus besoin de l'alimentation en USB type C que vous devez normalement brancher à l'arrière. Et vous pouvez utiliser pleinement juste une alimentation mini TX, ou SFX, basiquement. Et du coup, vous transformez ce mini PC en un full PC. Vous pouvez mettre une carte graphique et genre vous avez un full PC. Et comme son nom l'indique, c'est un mini PC en B550. Et en fait, vous pouvez soit l'acheter sans processeur ou soit vous pouvez mettre votre propre processeur. Et vous pouvez mettre n'importe quel, techniquement, processeur AM4. Vous pourriez, techniquement, mais le PC ne va pas du tout aimer, mettre un 5950X. Mais oui, je ne le ferai pas parce que les tâches d'alimentation n'est pas prévu pour. Ce qu'il recommande, c'est de mettre maximum, surtout avec le système de refroidissement qu'il y a dedans, un 5600X, voire un 5700G, qui a une partie graphique notamment, donc vous pouvez utiliser les connecteurs ici. Mais si vous le voulez, vous pouvez mettre un 5600X et puis mettre une carte graphique et c'est ça votre sortie vidéo. Du coup, c'est hyper cool, franchement. Je vous aurais mis normalement des plans par-dessus pour vous illustrer comment ça marche encore plus en détail, notamment quand il y a une carte graphique branchée. Mais le truc, c'est que je suis en mode... Qui a besoin de ça, en fait? Parce que l'intérêt est un petit peu particulier. Ce serait quelqu'un qui a besoin d'un mini PC, mais seulement quand il doit aller quelque part, par exemple. Donc, en gros, quand il est à la maison normalement, le PC est docké, il a un full PC techniquement, qui est plutôt puissant, hein. Et puis, de temps en temps, il doit aller quelque part et il fait juste, hop, je prends mon mini PC, je le mets dans mon
sac à dos. Il y a une petite plaque pour couvrir le slot PCI Express, évidemment. Je le mets dans mon sac à dos. Il y a même, et c'est plutôt cool, un sac de transport inclus par Minisforum. C'est inclus dans la boîte, avec évidemment le dock et tout ça. Donc tous les accessoires dont vous avez besoin sont inclus, sauf l'alimentation SFX et la carte graphique, évidemment. Et du coup, vous pouvez juste le mettre dedans. Vous voyez qu'il est dedans. Il y a même un truc pour le refermer. Ici, on a le chargeur USB type C pour pouvoir l'utiliser sans alimentation SFX. Vous refermez. Et puis, vous avez une petite poignée et tout. Et c'est très léger. C'est plutôt transportable. Mais le truc, c'est que qui a besoin de ça, en fait? Je vois très peu de gens qui auraient besoin d'un mini PC qui transporte parce que ça reste un mini PC sans écran, en fait. Donc, vous avez besoin, là où vous allez, d'un écran et d'un clavier, d'une souris. Donc, vous devez rajouter ça aussi dans votre sac. Et du coup, je me dis, à ce moment-là, pourquoi ne pas avoir, par exemple, juste un ordinateur portable quand vous allez quelque part et puis avoir un ordinateur fixe classique, en fait. Ou alors avoir un assez grand ordinateur portable si vous voulez juste avoir un seul PC parce que vous voulez avoir tous vos fichiers toujours sur le même PC et que vous n'avez pas envie de vous embêter à avoir deux PC configurés différemment et tout ça. Vous pourrez avoir juste un gros ordinateur portable avec un dock pour brancher une carte graphique externe. Asus en fait, il marche plutôt bien. Donc pourquoi pas prendre ça en fait? Donc ouais, c'est très particulier. Si vous avez des cas d'utilisation, parce que j'ai du mal à en trouver, si vous qui regardez cette vidéo êtes en mode « moi c'est exactement ce qu'il me fallait », dites-le moi. Et pourquoi surtout? Parce que honnêtement, j'ai un peu du mal à comprendre. En attendant, franchement, c'est réellement un produit hyper intéressant. Il est unique. Il n'existe, selon moi, rien de tel. Et ça montre que Minisforum fait des efforts à designer des trucs intéressants. Maintenant, encore une fois, qui en a besoin? Je ne sais pas. Donc, ouais, ma foi, le Minisforum B550, pour ceux qui seraient intéressés, vous aurez un lien dans la description. Ce n'est pas sponsorisé. Et aussi, Minisforum a fourni cet exemplaire de test. Je tiens à le préciser quand même. Maintenant, on peut passer aux news de la semaine avec notamment le fait que Netflix a rajouté un surcoût quand vous êtes dans certains pays et que vous utilisez votre compte Netflix dans plus d'un foyer. Parce que normalement, si vous avez un compte Netflix avec plusieurs profils et que vous payez pour ça, ces personnes doivent être dans le même foyer. Donc, ils doivent être sous le même toit normalement. Bien évidemment, beaucoup de gens ont utilisé ça pour, par exemple, partager le compte. Partager avec des amis, partager avec de la famille qui n'est pas forcément sous le même toit. Et du coup, dans certains pays, c'est pas les pays d'Europe, je tiens à le préciser, c'est au Chili, au Costa Rica et au Pérou, et apparemment il y a 3 autres pays où ça arriverait très bientôt, voilà. La République dominicaine, l'Argentine, El Salvador, le Guatemala et Honduras, ce seraient les prochains. Donc dans ces pays-là, maintenant, si vous utilisez et que Netflix détecte un compte dans plusieurs foyers pendant un certain temps, eh bien, ils vont vous charger un extra, ou vous devrez prendre un extra, ils vont vous dire « Hey, tu utilises ton compte à plusieurs endroits, tu dois rajouter un extra. » Cet extra, vous allez me demander, est de 2 à 3 $, ça dépend des pays, par mois. Ce qui est quand même pas rien, surtout que Netflix coûte déjà très cher et a augmenté en prix, surtout de nombreuses fois ces derniers temps. Du coup, bien évidemment, les gens ne sont pas du tout contents. Mais alors, pas du tout. Il y a énormément de gens qui disent que si ça arrive dans leur pays, que ce soit les États-Unis ou en Europe, ils vont juste arrêter d'utiliser leur compte Netflix. Et honnêtement, je pense qu'ils ont assez raison parce que, oui, Netflix a augmenté la qualité de leur production, même si c'est discutable certaines séries, mais ils font beaucoup plus de séries maintenant qu'ils faisaient au début. Il y a beaucoup plus de compétition maintenant qu'il n'y avait au début, donc ils doivent souvent payer plus cher pour récupérer des shows et tout ça, donc c'est logique que leur prix augmente. Maintenant, leur prix a tellement augmenté, leur catalogue n'est même plus très complet des fois, que c'est au point même où les gens se disent « mais à quoi ça sert en fait ?» Et du coup, une news en rapport avec ça, c'est le fait que Netflix a perdu pratiquement 1 million d'abonnés entre le mois d'avril et le mois de juillet, ce qui est énorme. On avait déjà fait une news, voilà quelques mois, si vous vous souvenez, vous avez perdu, il me semble, 200 000 abonnés, quelque chose comme ça, ce qui était déjà énorme, et ça continue de tomber comme des mouches. Et c'est dû au fait que les prix sont très hauts, il y a de plus en plus de ces rumeurs comme quoi ils vont charger encore plus, justement pour utiliser dans d'autres pays. Et les gens sont juste en mode, ça ne vaut plus la peine en fait. Ça coûte tellement cher, il n'y a pas les shows que je veux juste arrêter de prendre l'abonnement. Ou certainement ce que certaines personnes font, c'est qu'ils prennent l'abonnement un mois, regardent tous les shows qu'ils voulaient regarder, et puis ils se cassent juste après. Honnêtement, je pense que c'est pas une mauvaise technique aussi. Et du coup,
la chute en termes d'abonnés est massive. 1 million d'abonnés, c'est énorme. Ils ont évidemment beaucoup d'abonnés encore payants. Je ne sais plus exactement le nombre exact, mais ils en ont encore beaucoup. Si ça continue comme ça, ils vont devoir trouver des solutions. Et justement, une des solutions qu'ils ont trouvées, c'est de charger encore plus d'argent aux gens. La deuxième solution aussi, si vous vous souvenez, c'est qu'ils vont faire un abonnement qui sera supporté par des pubs. Donc vous devrez toujours payer, mais vous aurez des pubs. Parce que pas beaucoup de gens sont très fans. Donc on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, vous devez le savoir, il fait très chaud en ce moment. Je pense que vous l'avez remarqué, surtout si vous habitez dans le sud-ouest de la France. Il fait extrêmement chaud. En Belgique, ça va encore. Le plus chaud, c'était 34 degrés là où je suis personnellement. En ville, ça devait être beaucoup plus chaud par contre, puisqu'il fait beaucoup plus chaud naturellement à cause de tout le béton. Mais moi, il faisait 34 degrés, donc ça va encore. On commence à se rapprocher des records de chaleur en Belgique, mais ça va encore. Et du coup, avec cette chaleur, notamment au Royaume-Uni, il faisait tellement chaud que des data centers ont arrêté de fonctionner, tout simplement. Parce que la chaleur faisait en sorte que leur système de refroidissement, parce qu'un data center, ça chauffe énormément, leur système de refroidissement était juste surchargé. Ils n'arrivaient plus à refroidir parce que l'air dehors était hyper chaud. Et du coup, ils ont dû couper des serveurs et tout. Donc c'est évidemment un assez grand problème. Et c'est certainement un problème qui va continuer d'exister et va devenir de plus en plus fréquent, certainement. Il y avait aussi une news par rapport à ça en rapport que je la mets très vite, rapidement. Enfin, je la dis juste à l'oral comme ça. C'est que vous avez aussi Valve et Nintendo qui ont prévenu que le Steam Deck et la Nintendo Switch avaient une température de fonctionnement recommandée de maximum 35 degrés. C'est-à-dire que si vous utilisez au-delà de 35 degrés d'air ambiant, c'est fort probable que les deux consoles surchauffent et s'arrêtent même. Donc, en gros, il fait extrêmement chaud. Et je peux confirmer qu'il fait toujours très chaud. Il fait combien de degrés là? 28 degrés dans ma pièce. J'ai chaud. Ensuite, nous avons le Pixel 6a qui est sorti et qui a été testé. Donc voilà à quoi il ressemble. Bon, il ressemble assez bien à ce qu'on avait déjà vu dans les leaks et tout ça. Donc c'est basiquement le même design que le Pixel 6 et le 6 Pro, si je me souviens bien, oui. Mais un petit peu plus petit, un petit peu le même setup caméra. Toutefois, les capteurs utilisés ici sont les anciens capteurs qu'ils utilisaient dans les anciens Pixels, notamment le Pixel 5a et tout ça. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'ils connaissent très bien ces capteurs, ils les maîtrisent. Mais vous avez toujours le Tensor Chip à l'intérieur de ce téléphone. Donc vous avez toujours le même processeur haut de gamme des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Et du coup, ce téléphone coûtera 449 $. Et dans les reviews, le problème qu'il a principalement, donc pour ceux qui regardent et qui se disent « Hey, peut-être un téléphone pour moi », le problème principal de ce smartphone, c'est l'écran. L'écran est... Mais c'est un écran OLED de 60 Hz, donc pas de 90 Hz, pas de 120 Hz. Bon, pour certaines personnes, c'est pas un problème. Si vous n'avez pas encore été habitué aux 120 Hz, ça devrait encore aller. Mais l'écran n'est pas de la meilleure qualité. Il y a des bien meilleurs écrans pour ce prix-là. Même si c'est un écran OLED, notamment MKBHD disait que quand vous le regardez un petit peu de côté, vous avez beaucoup de couleurs qui changent. Donc ça, c'est pas idéal, évidemment. Et aussi un autre problème qu'il a noté, MKBHD, c'est que le téléphone avait l'air lent, en fait. C'est un truc que... Oui, un écran 120 Hz, ça rend le téléphone plus rapide, forcément. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la vitesse du processeur, évidemment, parce que si le téléphone n'arrive pas à maintenir les 120 Hz, ça ne sert à rien. Il y a aussi les animations quand vous utilisez le téléphone. Et du coup, ça donne des fois le fait que, par exemple, oui, les iPhones, même avec un écran 60 Hz, les anciens iPhones, paraissaient très fluides, en fait. Et par contre, ce Pixel 6a, lui, avec son écran 60 Hz, paraît pas très fluide, en fait. Les animations sont... Il y a des problèmes avec les animations et tout ça. Donc c'est peut-être juste parce que MKBHD a eu un modèle de pré... C'est pas un modèle retail, c'est pas un modèle qui sera vendu directement. Donc il y a peut-être une mise à jour qui va sortir qui va améliorer un petit peu ça. Mais en attendant, Google a encore un petit peu du mal visiblement au niveau du logiciel. Ce qui est assez étonnant parce que Google était réputé pour ça. Et maintenant, les Pixel 6 notamment ont eu énormément de problèmes et ont toujours des problèmes, il faut le savoir. Donc, Donc, en gros, si vous voulez ce téléphone, prenez-le surtout pour son appareil photo. C'est vraiment ça. Prenez-le parce qu'il prend des très bonnes photos. Et encore, vous avez d'autres alternatives, tenez-en compte.
peut-être des anciens flagships. Vous pourriez prendre des Galaxy S21 certainement pour pas très loin de ce prix-là, si vous cherchez bien. Donc, yep, ça reste discutable, mais ce serait un petit peu son intérêt. Ensuite, nous avons Qualcomm, et là, c'est une news en rapport avec les smartwatches. On n'en parle pas très souvent parce que, honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'action. Mais Qualcomm va lancer un nouveau processeur pour smartwatch, et ça faisait très longtemps, pour information, qu'ils n'en avaient plus fait, au point même que Samsung a fait leur propre processeur qui était bien mieux que faisait ce que Qualcomm. Et du coup, ben là, Qualcomm enfin se bouge un petit peu les fesses. Donc il va... Alors le nom, je vous jure. Qualcomm. What? Pourquoi vous faites ça? Avant Qualcomm, Snapdragon 855. Simple, efficace. Maintenant, Snapdragon 8 Gen 1 plus Overdome Premium Edition. Et du coup, ce smartphone, ce processeur, c'est la même chose. C'est le W5 plus Gen 1. Pourquoi? Et du coup, vous avez une version non plus aussi. Forcément. Dans tous les cas, ce processeur offre 2 fois plus de performance, 50% de batterie en plus, 30% plus petit, fait en 4 nanomètres. Il utilise le Bluetooth Low Battery 5.3 et plein d'autres innovations en tout genre. Et les marques partenaires indiquées seraient Mode machin chouette chose et Oppo pour des smartwatches Oppo. Et il y a 25 designs in the pipeline, donc à mon avis d'autres marques qui vont travailler derrière. C'est peu probable que Samsung utilise ce processeur pour leur Galaxy Watch 5 qui va être annoncé le 10 août normalement, parce que c'est beaucoup trop tôt et certainement ils vont utiliser leur propre processeur. Mais on verra des smartwatches avec ce processeur-là. Et ce sera intéressant de voir ce que ça donne par rapport à justement le processeur de Samsung et le genre de smartwatch que ça pourrait nous donner. Donc, yep. Ma foi, c'est selon moi plutôt intéressant parce que ça manquait énormément un processeur dans le milieu des smartwatches. Le dernier de Qualcomm datait de 2020 et c'était le Wear 4100. Oh là là, c'est un nom tellement plus simple que W5 plus Gen 1. Qu'est-ce qui s'est passé, Qualcomm, en 2020? Qu'est-ce que vous avez pris? Enfin, en 2021 surtout, en vrai. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 Qualcomm pour qu'ils changent de nom comme ça? Je ne comprends pas. Peut-être qu'ils ont engagé quelqu'un qui travaillait, qui faisait les noms d'écran pour tous les constructeurs d'écran, que ce soit Asus, MSI, tout ça. Peut-être qu'ils ont engagé quelqu'un qui vient de là-bas. Hein? Quand ils font un nouveau nom d'écran, on va faire le PG27QAX20M4. Il est en mode, ok, alors je comprends le début du nom, mais pourquoi le reste? Et là, c'est un petit peu la même chose. Ils auraient pu l'appeler juste le W5. Il n'y a aucun problème, W5 et W5+. Même si ça ressemble à un produit pour nettoyer les toilettes. C'est pas grave. Mais il fallait qu'ils rajoutent Gen 1 pour je ne sais quelle raison. Donc, yep. Ma foi, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, en parlant de quelque chose qu'on verra bien ce que ça donnera, et on voit ce que ça donne justement, c'est que Google va remettre la liste de permissions sur le Google Play Store parce que les gens ont gueulé. Ce qui est, selon moi, une bonne chose, une très bonne chose qu'ils aient écouté les gens, même si pourquoi ils ont décidé de faire ça, c'était stupide. Dans tous les cas, nous avons gagné et la liste des permissions est de retour sur le Play Store, enfin sera de retour si elle a été enlevée sur certains appareils. Et du coup, ça vous permettra de voir exactement ce qu'une application utilise comme permission. Donc localisation, les photos, vidéos, données personnelles, contacts et tout ça. Ce qui, selon moi, devrait être standard sur n'importe quel App Store, forcément. Donc, yep, voilà, une victoire pour nous, il n'y a pas plus à dire ici. Mais évidemment, on continuera de surveiller que Google ne fasse pas encore de conneries comme ça. Ensuite, en parlant de conneries, littéralement, Intel et la Arc A380, nous avons eu pas mal de reviews qui sont sorties. Il faut savoir que cette carte graphique, pour le moment, n'est que disponible en Chine. Et encore, c'est certains marchés de Chine, donc très spécifiques. Et du coup, ben voilà, il a fallu un petit peu de temps pour que les reviewers mettent la main dessus. Ils les ont fait importer de Chine et ils ont pu la tester. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que cette carte graphique est vraiment désastreuse. Alors, déjà, d'un point de vue performance, pas trop ça. Donc la A380 est vraiment l'entrée de gamme sur la gamme Arc d'Intel. Tenez-en compte.
Et du coup, elle a du mal à se battre avec une GTX 1650 et elle est plus lente qu'une RX 6400, qui n'est pas déjà une carte graphique très rapide, soyons honnêtes. Donc ça vous donne déjà une idée des performances pas incroyables. Ensuite, il n'y a pas de support pour le minage de cryptocurrency. Mais bon, ça, c'est pas un problème pour moi. Surtout sur une petite carte graphique comme ça. Mais surtout, le plus gros problème, c'est que cette carte graphique a d'énormes problèmes de driver. Et ça m'étonne assez bien parce que Intel a eu beaucoup d'années pour améliorer les drivers de leur chipset graphique, parce qu'il y en a dans chaque processeur, et du coup je me dis, oh bah là, oui ok c'est une carte graphique dédiée, mais c'est juste la même architecture remise plus grande, avec plus de cœur et tout ça. Donc les drivers devraient fonctionner de la même manière, et les drivers Intel maintenant marchent plutôt bien. C'est pas le cas. Donc il y a des énormes problèmes de drivers. Donc on verra bien ce que ça donnera avec l'A780 ou c'est A770, je sais plus, qui elle sera la carte graphique haut de gamme ici. Enfin haut de gamme, elle sera plus milieu de gamme en termes de performance, mais elle devrait être assez intéressante pour beaucoup de gens. Mais il faudra voir si justement, c'est la A770 d'ailleurs, il faudra voir si elle n'a pas ces problèmes-là aussi. Après, personnellement, je le dis directement, s'il y a vraiment ces problèmes-là, même à la sortie de la A770 sur le marché européen, Intel doit fixer ça il n'y a pas besoin d'en discuter, ça doit être fixé. Après, moi, je ne jetterai pas non plus la pierre à Intel parce que techniquement, c'est leur première carte graphique et surtout, si on leur jette la pierre, qu'on leur dit, il y a des gens qui sont là en mode, oh, Intel, vous servez à rien, vous savez même pas faire une carte graphique, arrêtez. Je suis en mode, si vous dites ça, ça veut dire qu'on va se retrouver toujours avec Nvidia et AMD en fait. Moi, je veux qu'ils arrivent à faire une bonne carte graphique. Donc, il faut leur dire qu'il y a un problème avec leur carte graphique, mais il ne faut pas non plus les jeter sous un pont en fait. Il faut juste Vous avez totalement le droit de ne pas acheter leur carte graphique parce que vous trouvez qu'elles ne sont pas assez stables, mais ne commencez pas à dire qu'ils ne doivent pas exister parce que là, selon moi, ça casse l'intérêt d'avoir un nouveau concurrent. Donc, yep. On verra bien ce que ça donnera quoi qu'il arrive. Ensuite, en parlant de quelque chose qu'on verra bien, nous avons la 13e génération d'Intel Core qui devrait sortir normalement mi-octobre et devrait être annoncée en septembre, ce qui est juste un petit peu après la nouvelle génération de processeurs de chez AMD, qui sera les Ryzen 7000, je vous rappelle. Et du coup, avec cette sortie, nous aurons évidemment le fameux Core i9 13900K, on aura le Core i7 aussi 13700K et le Core i5 13600K. Ce sera les trois processeurs normalement qui devraient sortir de base avec les cartes mères Z790. Et après, seulement après, on aura des processeurs non K ainsi que les cartes mères un petit peu plus milieu de gamme. Donc tenez-en compte, mi-octobre, c'est pour basiquement le haut de gamme. Et on verra seulement le milieu de gamme après. Il faut aussi tenir compte que ces processeurs normalement sont faits pour fonctionner sur les cartes mères en Z690. Donc vous pourrez peut-être changer de processeur. Si vous avez pris un Core i5 et vous dites « Ah, il me faut plus de performance finalement », vous pourrez prendre un Core i7 de nouvelle génération. Donc c'est plutôt cool pour vous. Ça vous donne une possibilité d'upgrade. Vous pouvez toujours revendre votre ancien processeur. Mais yep. Après, évidemment, c'est juste une génération de différence. Donc ne vous attendez pas à des différences incroyables. Aussi, et ça c'est le plus important, Intel semble avoir mis en priorité les performances ici au dépit de la consommation électrique. Donc ce sera certainement les processeurs les plus puissants qui existent, même par rapport à la 7e génération d'Intel, ou plutôt les Ryzen 7000 d'AMD, mais encore une fois, ça se fera au détriment de l'énergie consommée. Donc, on verra. Honnêtement, je suis quand même impatient de voir ce que ça donne, mais yep, faudra voir. Un truc aussi qui est assez important, du coup, c'est que du coup, sur PC fixe, ça consomme plus, ok, voilà. Mais par contre, sur ordinateur portable, je peux vous le dire maintenant, pour avoir eu plusieurs ordinateurs portables avec des Core Intel de 12e génération, ils ont vraiment du mal au niveau batterie, tous, quoi qu'il arrive. Même si vous mettez, et j'ai appris à optimiser un petit peu Windows pour économiser énormément de batterie sur ordi portable, et ça marche plutôt bien chez AMD, vous avez des trucs que vous pouvez faire. Chez Intel, vous pouvez faire ce que vous voulez à l'heure actuelle. Honnêtement, voilà, vous avez du mal à tenir longtemps au niveau batterie avec la 12e génération parce qu'elle consomme assez vite beaucoup d'électricité. Elle est techniquement plus efficace au niveau énergétique pour le niveau de performance de manière globale, mais c'est juste que Intel est en mode hey, full énergie, allez, let's go. Et du coup, yep.
Et aussi à basse consommation, par contre, AMD est toujours devant. En dessous de 35 watts, si je me souviens bien, c'est AMD qui reprend le dessus. Donc, yep. On verra bien ce que ça donnera, ma foi. À mon avis, ce sera le même cas pour la 13e génération. Donc, si vous devez prendre des ordinateurs portables, peut-être pas Intel. Ensuite, nous avons une news qui vient de Dubaï. Non, ils n'ont pas encore fait une nouvelle tour géante ou je ne sais quoi. Non, ils ont fait la ferme verticale la plus grande du monde. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ça, basiquement. C'est une ferme... comment ça s'appelle? Ponique? Quel est le terme en français? Je ne sais même plus. Dans tous les cas, ce sont des fermes où vous ne mettez pas forcément les plantes dans de la terre. Vous les mettez dans une sorte de mousse. Vous les hydratez. Vous leur donnez tout ce qu'il faut via l'eau, d'ailleurs. Donc, les minéraux et tout ça qu'elles auraient normalement dans la terre. Et puis, vous les laissez grandir sous aussi des lumières. Parce qu'un truc que les gens oublient à chaque fois, c'est quand vous regardez un arbre, d'où vient l'arbre? De quoi est composé l'arbre que vous regardez? Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, ben ça vient du sol ». Mais en fait, non. L'arbre, c'est juste du carbone. C'est le carbone qu'il a capturé dans l'atmosphère. Tout ce que prend l'arbre dans le sol, c'est juste principalement les minéraux et aussi, évidemment, l'eau. Donc, si vous leur donnez l'eau et les minéraux en même temps, vous n'avez pas forcément besoin de terre, en fait. Et c'est ce qu'utilise ce genre de ferme comme principe. Dans tous les cas, ils ont fait la ferme verticale la plus grande du monde. Et vous allez me dire, pourquoi? Parce qu'ils habitent dans le désert et que c'est plutôt compliqué de cultiver des choses dans le désert. Donc, c'est la seule manière de le faire, basiquement. Et elle est apparemment énorme. Hein. Elle fait, bon, ils le disent en feet, c'est un site américain. 3300 000... Non, 3000, oui. 330 000 square feet. Je vais faire une petite recherche de Google, moi. 30 mètres carrés. Wait. C'est pas autant que je ne le pensais. Bon, c'est toujours grand, quand même. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de ces fermes qui existent dans le monde, honnêtement. Mais bon. Et voilà à quoi elle ressemble, encore une fois. Donc, ma foi, en réalité, je trouve ça très intéressant, personnellement, parce que c'est une partie du futur. Le truc, c'est que on manque de place à certains endroits, et ça prend beaucoup moins de place. Aussi, c'est beaucoup plus contrôlé. Le truc, c'est quand vous laissez des plantes à l'extérieur, ben, s'il y a, par exemple, une vague de chaleur, ben, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe. Vous ne pouvez pas contrôler l'eau exactement, parfaitement. Il y a des insectes qui peuvent venir et tout ça. Et du coup, ben, il y a énormément de problèmes. Vous laissez la nature gérer pas mal de choses. Et vous devez utiliser, du coup, des pesticides et tout ça pour compenser. Avec ce genre de ferme, au moins, c'est déjà beaucoup plus contrôlé. Et en réalité, ça peut être beaucoup plus efficace. Ce genre de ferme, évidemment, vous ne les mettriez pas en plein milieu de la cambrousse. Ce serait plus des fermes que vous mettriez à côté d'une ville. Par exemple à New York ou autre chose. Et ça pourrait vraiment contribuer à alimenter déjà la population, ce qui est très important. On l'a vu notamment avec ce qui se passe en Ukraine. Il y a des pays qui vont avoir des problèmes de famine à cause que leurs grains venaient de littéralement l'autre bout de la planète. Et il n'y a pas que des pays du tiers-monde qui ont ce problème-là. Il y a des pays riches aussi qui importent énormément de choses. Et c'est parce que bien souvent, il manque de place pour cultiver chez eux. Et du coup, ça, c'est une partie c'est une partie de la solution. Ce n'est pas la solution, c'est une partie de la solution. Donc, yep, on verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, s'ils ont envie d'investir là-dedans, à Dubaï, dans des fermes comme ça, et améliorer la technologie, moi, je dis totalement oui. C'est toujours mieux que de construire des énormes tours en plein milieu du désert ou des stations de ski en plein milieu du désert. Ensuite, nous avons une news qui techniquement fait un follow-up à une vidéo que j'avais sortie. Et c'était sur le fait que, est-ce que vous pouvez croire les avis que vous voyez sur Amazon? Et la conclusion, c'était basiquement non. Et du coup, vous avez Amazon qui a attaqué en justice un groupe Facebook avec plus de 10 000 personnes dessus par rapport au fait que ce groupe Facebook était basiquement créé pour faire des fausses reviews sur Amazon. Et du coup, ça vous montre juste que Amazon n'aime vraiment pas les fausses reviews parce que ça ne les arrange pas d'un point de vue business. Évidemment, ils font juste ça pour l'argent. Hein. Il faut quand même en tenir compte. Je ne suis pas en train de défendre Amazon ici. Amazon le fait pour l'argent. Si quelqu'un achète un produit qui n'est pas satisfait alors qu'il y avait des très bonnes reviews, il va se dire « Oh, Amazon, je peux pas croire Amazon. » Et du coup, il va arrêter de commander sur Amazon et c'est Amazon qui perd de l'argent. Ça me fait un peu penser à Wish.com. Wish.com, vous pouvez voir un produit avec beaucoup de reviews. Vous ne commandez pas sur Wish.com. Honnêtement, ne commandez jamais sur Wish.com. Il y a juste tellement d'arnaques dessus. Et Amazon ne veut pas cette réputation. Ils veulent une réputation de « Oh, si quelque chose a des bonnes reviews, c'est qu'il est réellement bon. » Donc, yep, ça arrive souvent en réalité qu'ils attaquent en justice
des trucs de fausses reviews et tout ça, mais c'est un peu la bataille du voleur et du policier. Le policier a peut-être un nouvel outil où le policier fait une grosse opération. Et puis après, les voleurs, oui, sont un petit peu moins bons pendant un moment. Puis après, ils reviennent en force. Donc, c'est une bataille qui ne finira jamais, honnêtement. Surtout qu'Amazon a un énorme marché et que ça vaut la peine de mettre en place ce genre de choses. Donc, yeah. Et enfin, une petite dernière news rapide. Vous avez Meta qui attaque en justice Meta. C'est tout à fait logique. Et c'est très méta comme news, on peut le dire. Non, en réalité, ce n'est pas Meta et Meta. C'est deux Meta différents. Donc en fait, il y a une compagnie qui s'appelait déjà Meta avant que Facebook se renomme en Meta. Et c'était Meta.is apparemment. Et du coup, Facebook a d'un coup décidé de se renommer en Meta. Et du coup, la société originale était en mode « Hey, c'est notre nom! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Donc, ils vont les attaquer en justice. Ce qui est tout à fait logique, honnêtement. Je ne sais pas si cette société originale a le droit pour ce nom-là dans tous les pays où opère Facebook, mais ils ont certainement le droit dans certains pays et c'est pour ça qu'ils peuvent attaquer en justice. Et à mon avis, ça peut finir de deux manières différentes en réalité. Vous aviez déjà une histoire comme ça, il me semble, c'est en Irlande justement, où vous aviez une compagnie un petit restaurant qui utilisait le nom Big Mac. Et du coup, quand McDonald's est arrivé, il me semble que c'est McDonald's qui a attaqué en justice ce petit restaurant, mais le petit restaurant a gagné. Et du coup, réellement en Irlande, vous avez le droit d'appeler votre produit Big Mac en fait. Parce que l'entreprise d'origine a indiqué que selon eux, tout le monde peut l'utiliser. Et du coup, vous avez vous avez Burger King qui a fait des pubs où ils utilisaient le nom Big Mac en fait pour se moquer de McDonald's. Ce qui était assez marrant. Du coup, ça pourrait finir comme ça. Peut-être que la société originale va juste dire « Hey, enfin, c'est pas exactement comme ça. Ça pourrait finir dans le sens que cette société originale va vouloir garder son nom et va interdire Facebook d'utiliser ce nom-là dans le pays où ça pose problème, où ils ont les droits. Ou alors, ils pourraient juste leur demander un bon gros chèque d'argent. Et ça pourrait être tout à fait une solution aussi. Honnêtement, je pense que ça pourrait être plutôt cette alternative-là. Mais bon, dans tous les cas, peut-être que Meta sera obligé de changer de nom dans certains pays où le trademark est déposé. Donc, ma foi, on verra bien. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Tech Ça Marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. N'hésitez pas à aller checker la gamme Echo aussi d'OVH avec le lien dans la description. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!